Bonjour, pour ce cours nous allons parler de la cuisine du monde. On peut même parler des cuisines du monde. Les restaurants ethniques sont nombreux en France. Maintenant ils font partie intégrante du paysage de la restauration française. Dans les années 80, il était très difficile de trouver, outre les restaurants asiatiques qui démarraient, des restaurants marocains ou des restaurants islandais ou des restaurants indiens. C'était très compliqué. Il y a même des chefs comme William Ledeuil, je vous en ai déjà parlé, qui a The Kitchen Gallery, qui est connu comme étant le spécialiste de la cuisine fusion entre la cuisine de la France et de la Thaïlande. Ce monsieur est étoilé à 3 restaurants maintenant à Paris. Quelques termes et quelques chiffres qu'il faut connaître. La cuisine du monde, vous pouvez aussi la voir sur le terme ethnic food. La cuisine du monde, elle est synonyme de voyage, d'étrangeté et de dépaysement. L'étrangeté, je développe, c'est de dire peut-être dans les moyens de cuisson, ça peut être aussi dans les ingrédients, ça peut être même dans la manière de consommer, ça peut être aussi dans la manière de déguster. Et le dépaysement, il faut qu'il soit total, parce que les personnes qui vont manger de la cuisine du monde ont besoin de trouver des choses nouvelles. Donc il est très très important que ce dépaysement ait lieu. 91% des Français consomment de la cuisine exotique. On était à même pas 50% dans les années 80. L'essor de la cuisine du monde s'est fait dans les années 2000, notamment au début des années 2000, où on a commencé à vouloir manger des choses très différentes, avec des goûts différents, avec des épices différents. Les chefs se sont tournés vers ces épices et les ont démocratisées. On a pu voir arriver la fève de tonka qu'on ne connaissait pas, le paprika fumé. Tous ces ingrédients-là sont arrivés dans les années 2000 et ont permis donc aux chefs actuels, outre de faire de la fusion de food, de aussi s'intéresser très très fortement à la cuisine du monde, ce qui a permis à pas mal de restaurateurs de s'ouvrir avec une spécificité d'un pays. Alors l'ethnic food est aussi le modèle qui a impulsé le développement des restaurants à thème. Alors avant les restaurants à thème, ça n'existait pas beaucoup, c'était les restaurants d'ambiance, on pouvait avoir par exemple des restaurants qui faisaient que des fondus, savoyardes et bourguignonnes, mais là maintenant vous pouvez aller même dans la région de Bordeaux, vous allez avoir bon nombre de restaurants typiques qui ne font que de la cuisine du monde. Je peux vous citer par exemple des grands restaurants par la superficie qui s'appelle Mosto par exemple à Bègle, qui est qui a son concept qui est autour des cuisines du monde, pas que d'une cuisine du monde. Il y a aussi le chinois gourmand. Enfin, vous avez beaucoup de restaurants comme ça qui ont permis donc de démocratiser la cuisine du monde, qui sont des repas à thème et des restaurants à thème. Ce qui est très très important maintenant, on a parlé du Gira Conseil dans le cours précédent, ils ont défini qu'il faut, quand vous allez dans un restaurant cuisine du monde, il faut absolument que vous ayez ce rapport RQPSD. C'est un rapport qui est très important à prendre en compte si vous vous lancez dans un restaurant de cuisine du monde. Il faut avoir d'abord un très bon rapport qualité-prix. La cuisine du monde, outre étoilée, ne peut pas être chère. Il faut aussi avoir un service. Alors, le service peut se faire à table, peut se faire au comptoir, mais il va falloir trouver peut-être des accessoires qui vous permettront de conditionner vos produits différemment, de les amener autrement que dans une assiette, de les présenter dans des barquettes un peu nouvelles, avec des couverts en bambou. Enfin, voilà, il va falloir trouver pour le service, il faut trouver une manière de conditionner et de présenter vos produits. Et aussi, bien sûr, il faut absolument qu'il y ait une part de découverte. C'est très important. Si la découverte est bonne, le client sera fidélisé. S'il s'attend déjà à ce qu'il va manger en ne connaissant pas à l'avance le type de restaurant du monde qu'il va le voir, ça va être très compliqué de l'étonner, de le fidéliser. Pour travailler les cuisines exotiques,
il va falloir revoir par exemple les saveurs à l'occidental. Il faut les adopter au goût des Européens. Si vous allez un jour dans la région de Mumbai, en Inde, les plats sont tous très 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 épicés, très piquants. Si vous faites exactement la même recette dans un restaurant indien en France, ça ne marchera pas. C'est trop trop épicé. Donc il faut alléger tout ça. On travaille aussi sur des produits qui vont être plus faciles à trouver. On va vouloir travailler le porc, la volaille, le bœuf. Et on va éviter les produits très difficiles pour l'approvisionnement. Si vous voulez faire du yuzu tous les jours, une glace au yuzu tous les jours, ça va être possible maintenant. Mais il y a encore 5-6 ans, le yuzu c'était très compliqué. Donc attention aux produits un petit peu difficiles à trouver. Mais il est important d'avoir une notion de voyage et de découverte. Donc il faut utiliser des ingrédients et des épices exotiques qui mettront un petit peu le client en mode découverte et en mode recherche un peu. Il va falloir adapter les techniques de cuisson en s'inspirant des techniques de cuisson qui existent. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être, si vous faites un restaurant de type espagnol, la plancha va être obligatoire. On s'en sert beaucoup en Espagne, donc il va falloir absolument cuisiner sur une plancha. Si vous travaillez des produits type chinois avec une cuisson très courte, le wok est indispensable. Il va falloir absolument travailler avec un wok. Un tagine, un barbecue coréen si vous voulez faire de la cuisine coréenne. Mais tout ça ne suffit pas. Il va falloir aussi construire un décor et une ambiance. Quand vous allez dans tous les restaurants du monde, cuisine du monde, quand vous rentrez, forcément, il faut qu'on soit dépaysé dès l'entrée. Donc vous allez avoir peut-être des couleurs chaudes et des couleurs chaudes sur les murs et des lampes un peu faire forger si vous allez dans un restaurant marocain. Si vous allez dans un restaurant asiatique, peut-être une musique asiatique avec des tableaux de nacre. Il va falloir qu'il y ait une ambiance. Si vous allez dans un diner américain, vous allez avoir peut-être des manches debout, des néons, un peu comme fait le Memphis Coffee qui a bien compris le système et qui construit une ambiance, un décor. Et il va falloir essayer d'innover encore plus que si vous êtes dans un restaurant traditionnel français. C'est-à-dire que si les clients s'habituent à votre carte, il va falloir amener tout le temps des innovations pour les surprendre. Il faut que vous travailliez donc l'ambiance culinaire. Alors, où est-ce qu'on trouve de la cuisine du monde? La cuisine du monde, on la trouve partout. On la retrouve en restaurant gastronomique. Par exemple, Aïda est un restaurant qui a une étoile Michelin à Paris, qui propose des sushis d'extraordinaire qualité. Vous pouvez avoir de la restauration traditionnelle. La pizzeria Fratelli, vous avez à Bordeaux aussi des pizzerias qui s'appellent Bocce, qui s'appellent Tripletta, où c'est des restaurants ou Monzou qui vont vous proposer des pizzas ou des produits sourcés avec une mozzarella di bufala, avec du jambon de Parme, avec du speck. Ils vont chercher vraiment des produits forts, des produits marqueurs forts qui vont me permettre de monter le niveau de la pizza et vous la faire payer un peu plus cher. C'est une restauration traditionnelle. Vous avez aussi des restaurations de chaîne. Sushi Shop, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais vous avez aussi Otakos, qui est un restaurant de chaîne maintenant. Bien sûr, la restauration rapide travaille beaucoup les produits du monde. Vous pouvez avoir des kebabs, des pizzerias, des panini, des tacos, des sushis. Maintenant, il y a même des bars à couscous. Vous pouvez avoir plein de choses comme ça. Il est à noter qu'en restauration type cafétéria, notamment quand on travaille en scramble, il y a toujours un îlot cuisine du monde qui marche toujours très bien. Où on va renouveler, alors un jour on va faire paella, un jour on va faire couscous, l'autre jour on va faire un wok. Et dans la restauration collective, il y a, notamment dans les restaurations
d'entreprise, dans la restauration d'entreprise, il peut y avoir toujours des journées à thème qui sont très prisées par les clients, qui aiment bien aller peut-être à une journée à thème Japon, où on va leur proposer des onigiri, des makis, des sushis, plein de choses comme ça. Alors qu'est-ce que nous devons faire pour faire une cuisine du monde et quelles sont les différences fondamentales entre les cuisines du monde? D'un pays à l'autre, la cuisine diffère d'abord en fonction des ressources naturelles du pays qui dépendent de son terroir. Par exemple, la cuisine espagnole est très centrée sur les produits marqueurs, l'huile d'olive, le jambon. Vous allez avoir une cuisine simple mais qui va être très axée sur le produit. Si vous allez au Japon, on va être complètement sur autre chose. On va être sur du poisson, sur des algues, sur du travail technique au niveau des crustacés. Très peu sur la viande parce qu'ils ont beaucoup de côtes et très peu de plaines. Donc vous allez avoir plus une cuisine qui va être axée sur le poisson. La cuisine va se fonder sur l'utilisation d'ingrédients traditionnels cultivés, élevés, récoltés dans l'aire géographique déterminée. Je reparle de l'Espagne. En Espagne, vous allez avoir des produits marqueurs. Si vous allez dans un restaurant espagnol, cuisine du monde en France, vous trouverez toujours du jambon, vous trouverez toujours de l'huile d'olive, vous allez toujours trouver des petites croquetas, vous allez trouver des produits qu'on aime bien en France. Alors ça va reprendre un peu toutes les régions d'Espagne. Elles ne vont pas être spécifiques de la région d'Andalousie ou de la région de Teruel. Et ça va être vrai pour tous les restaurants qu'on va trouver en France. Qu'est-ce qui va différencier les cuisines du monde aussi? Ça va être le matériel qu'on utilise et les techniques. Par exemple, en Espagne, l'utilisation de la plancha, elle est partout. L'utilisation de la braise, elle est partout. L'utilisation d'un pied à jambon avec une technique pour découper un jambon sur un pied à jambon, c'est fondamental. Elle sera différente d'une cuisine asiatique, où là on va avoir une technique de découpe qui va être très importante, on va avoir une technique de cuisson très rapide qui va être importante, on va avoir du matériel, un wok par exemple, qui est complètement différent de ce qu'on trouve. Donc vous voyez, toutes ces différences font qu'on différencie les cuisines du monde comme ça. On constate aussi que le même ingrédient il peut se retrouver dans plusieurs régions du globe, mais la variété, la race, la technique, le matériel, les adjuvants donnés amènent à cet ingrédient une saveur particulière. Si on part par exemple du bœuf, le bœuf de Galice, qui est un bœuf de très très haute qualité, on le préfère couper un peu épais, grillé, fini au four. Si je prends un bœuf de Kobe, on va le préférer tranché très 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 fin, juste snacker sur un petit barbecue individuel et trempé dans la sauce soja. Donc vous voyez, on peut trouver différentes choses et bien sûr la culture du pays, le moyen de cuisson du pays fait que on va trouver, même si on a du bœuf, une manière complètement différente d'un restaurant à l'autre de le préparer. Quelques exemples de produits marqueurs. Alors il y a beaucoup de pays, nous allons prendre tout d'abord le Japon, avec des fruits très particuliers. Nashi, kaki, yuzu, quoique le kaki maintenant est produit beaucoup en Espagne et arrive souvent sur les marchés français et prend de plus en plus de place. C'est un fruit qui est très intéressant. Au Maroc, on va être plus sur la figue, la date, l'amande. En Italie, on aime beaucoup les oranges, le marron, la noisette. Et au Mexique, on peut travailler sur la figue de Barbarie, le papaye. Sur les légumes, on a des choses très très différentes aussi. Prenons l'exemple de l'Italie, on va avoir de l'asperge, le riz Caranaroli, il y a une faute de frappe, qui va servir qu'on va se servir pour faire les risottos. On va utiliser beaucoup les pâtes, l'aubergine. Au Mexique, on va utiliser le piment frais,
beaucoup d'avocats, beaucoup de maïs, du haricot rouge, du haricot blanc. Sur les herbes, au Maroc, on va utiliser beaucoup de coriandre, de persil, d'ail, de cumin, de ras el hanout. Si on part du côté de Chine, on va utiliser du poivre de Sichuan, de la citronnelle beaucoup, de la ciboule de Chine, du 5 épices, du basilic thaï. On peut se servir de beaucoup de choses. Et ça, on pourrait décliner la liste et trouver encore beaucoup d'exemples. Les techniques, on a des techniques différentes. Au Maroc, par exemple, on va se servir du roulage de la semoule à la main et on va faire des pâtisseries qui sont très particulières et qui vont être très importantes. Donc si vous montez un restaurant marocain, en France, vous voulez faire un restaurant marocain de qualité, plutôt qu'acheter de la semoule toute faite comme on trouve dans nos supermarchés, peut-être intéressant de prendre de la semoule en grain moyen et de se faire sa semoule soi-même, qui amène beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de classe. On peut, en Chine, on mange beaucoup de dim sum, c'est-à-dire des petites ravioles ou des petits raviolis qu'on va cuire à la vapeur. Bien sûr, en Italie, la préparation des pizzas est forcément une technique très particulière qui prend de plus en plus d'ampleur en France, étant donné qu'on a de plus en plus de pizzerias de très bonne qualité. Donc on arrive à des choses complètement différentes. Vous voyez donc, entre chaque pays, outre les ingrédients différents, on a des techniques différentes qui vont amener forcément de la découverte aux clients, quand on va les transposer en France. Matériel, pareil, le matériel, on peut avoir des matériels très différents. Là, je vous présente bien sûr le plat à tagine, qui est vraiment l'ustensile de cuisson type du Maroc, et qui donne pour moi des mijotés d'une qualité incroyable. Si vous faites un restaurant marocain, ce serait bien, si vous faites une tagine, de servir dans un vrai plat à tagine qui va vous amener une vraie valeur ajoutée. Je vous reparle du wok, si vous voulez faire sauter minutes et frire des aliments, c'est la meilleure chose si vous faites un restaurant type asiatique. Si vous voulez faire des tagliatelles, bien sûr qu'il faut avoir un laminoir. Alors là, c'est un laminoir à main, ou vous pouvez avoir un laminoir aussi, un grand laminoir à pâte électrique qui vous permettrait de faire des quantités importantes. Il y a aussi la presse à tacos qui va vous permettre par exemple dans la cuisine mexicaine, de réaliser vos galettes vous-même avec une base de maïs, qui va donner vraiment des galettes très particulières et qui vont améliorer votre manière de présenter et votre manière, et qui va surtout amener de la qualité à votre repas. Il vaut mieux toujours faire ces produits plutôt que les acheter. Donc, en synthèse sur ce cours-là, j'aimerais d'abord que vous reteniez les notions qu'on a vues en début de cours. Mais si vous vous intéressez à une cuisine gastronomique étrangère, d'abord il va falloir étudier les produits, le matériel et les techniques utilisées. Ensuite, il faut compléter cette analyse par une approche culturelle. Certains aliments sont acceptables pour nous et qui ne vont pas être acceptables pour les autres. Nous, en France, on ne mangera pas de chienne ni de cochon d'Inde, mais par exemple, le cochon d'Inde en Bolivie, c'est un plat vraiment très prisé. Alors que pour nous, c'est impossible de manger ça. Mais aller faire manger des cuisses de grenouille à un Anglais, ou un camembert, ou un livaro à un Coréen, pour lui, c'est impossible d'avaler un fromage. Donc, mettez-vous à la place des gens qui ingèrent les produits que vous faites. Il va falloir aussi prendre en compte l'ordonnancement et les horaires de repas. Les règles de présence à table, le matériel de table, qui vont être très différents suivant les régions géographiques où vous vous trouvez. Ensuite, selon les coutumes, les mets du repas peuvent être servis en une seule fois, comme il peut être de bon usage de manger avec les doigts ou de faire du bruit à table. C'est-à-dire que si vous mangez
En Inde, on va vous servir directement dans une feuille de bananier généralement, et ou dans une assiette à plusieurs compartiments, et vous allez manger avec vos doigts. En France, c'est impossible. Donc, ça paraît difficile. Mais en Inde, c'est complètement normal. Et quand je parle de faire du bruit à table, si vous allez manger des ramen à Tokyo ou à Osaka au Japon, quand vous mangez vos ramen, c'est très très bien, si elles sont bonnes, de faire du bruit quand vous les avalez avec la bouche en aspirant, parce que ça permet de les refroidir, et ça montre que vous trouvez ça très très bon. Alors qu'en France, si vous mangez des pâtes et que vous faites des grands bruits, ou si vous mangez votre soupe à grand bruit, ça va faire bizarre. Donc si on veut créer un restaurant du monde en France, il va falloir penser à tout ça. Donc les produits, le matériel, les techniques, attention aux mets que l'on propose, attention à la décoration, attention aux coutumes, attention à la manière de dresser votre table. Donc il est évident que lorsqu'on importe donc une cuisine ethnique dans un pays, donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à regarder l'autre vidéo pour connaître le travail que vous allez devoir faire. Bon travail et bonne semaine. Et ensuite, de très bonnes vacances.